Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, alors que nous sommes en temps de pénurie structurelle, conjoncturelle, que les communes cherchent d'ailleurs à économiser de l'énergie, et cela passe notamment par la réduction de l'éclairage public. Je ne sais pas si c'est déjà le cas dans vos communes, mais par exemple dans le Finistère, les lampadaires, ça y est, s'éteignent désormais à 21h30, ce qui peut en inquiéter certains. Eh bien, certains manquent également, ont pu remarquer certaines tensions, voire guérilla urbaine. Rappelez-vous, la prise de la station essence de Villers-le-Bel, où le père de famille poignardé, car un autre pensait qu'il avait dépassé la queue pour l'or noir, vous savez, l'essence si rare en ce moment. Et puis l'insécurité, les zones de non-droit qui progressent en France, ce n'est pas seulement un sentiment, contrairement à ce que certains voudraient, selon le référencement non-BO. Nous sommes l'avant-dernier pays dans le classement sécuritaire en 2021. Mais a-t-on vraiment besoin de ces chiffres? L'affaire Lola n'est pas un fait isolé. Il y a encore un père de famille qui a été poignardé dans la ville épiscopale de Cavaillon, en région PACA, hier, et sa compagne enceinte de 8 mois a été victime de coups de poing. Certains évoquent encore des effondrements bancaires. Bref, rien n'est là pour nous rassurer, il faut le dire. Et certains proposent de mettre en place des systèmes de défense, mais par soi-même, d'apprendre à ne pas dépendre des autres. Et c'est le cas du site et de la boutique en ligne Camouflage. Bonjour Pascal Tenant. Bonjour Clémence, bonjour Emmanuel et bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes gérant du site donc camouflage.com, qui est spécialiste en matière de sécurité quotidienne et innovante. Et voilà, vous proposez des systèmes de défense de la personne, des biens et du domicile. Alors hier, j'ai consulté un petit peu votre site. Vous écrivez des articles et vous proposez donc également de vendre certains produits pour tenter finalement de ne plus dépendre même, vous vous dites, faut se méfier des systèmes d'alarme, etc., qui nous font attendre d'une entreprise étrangère, entre guillemets, une réponse. Vaut mieux dépendre de soi-même. C'est ce que vous expliquez un peu dans votre site. Oui, parce que vous avez évoqué tout à l'heure en fait les circonstances actuelles, les événements en cours, les problèmes de blackout, etc. Donc en fait, on imagine très bien un système d'alarme connecté, électrifié, tomber bêtement en panne. Et en fait, on est en face là de quelque chose que personne n'avait peut-être imaginé il y a quelques années, puisqu'on était parti sur une société toute connectée, toute électrifiée, etc. Donc moi, je suis parti sur l'inverse, c'est-à-dire on parle pas mal de la low-tech. Alors, j'aime pas trop ces expressions, mais on est obligé d'en parler puisque ça a été défini un peu comme ça. Le low-tech, c'est ce qui permet justement un peu de s'autonomiser et de se responsabiliser sur cet aspect de la sécurité. Et donc, je propose effectivement des produits, bêtement, par exemple, une alarme, au lieu de l'avoir connectée, au lieu de l'avoir électrifiée, je propose une alarme toute simple qui fait du bruit et qui s'alimente par une simple pile, par une batterie. Vous la changez, c'est très simple, et vous n'êtes plus dépendant éventuellement d'une panne d'électricité pour arriver demain. Donc ça c'est pour les alarmes. Et puis il y a effectivement d'autres aspects là-dedans qui est notamment, vous avez parlé de la crise financière un peu tout à l'heure. Je vous avais écouté dans une émission, je crois que c'était il y a 2 jours, il y avait Philippe Murer, je crois, vous parliez donc de l'effondrement bancaire et de certaines choses qui pourraient arriver. Oui, c'est une banque nationale finlandaise, je crois, qui avait demandé à ses citoyens de garder du cash, puisque finalement, peut-être que ce serait intéressant en période de crise et de tension actuelle de garder du cash et des billets chez soi. Oui, tout à fait. C'est aussi pour acquérir plus d'autonomie parce que c'est un petit peu la même chose. Vous avez un compte en banque, en fait, un compte en banque aujourd'hui, vous le consultez principalement par ordinateur puisque même les banques ne vous envoient même plus quasiment de papier pour vérifier. Donc, c'est un simple écran, c'est une ligne électronique. Moi, je sais pas, j'ai un petit bon sens qui me dit qu'à un moment donné, si l'Internet ne fonctionne plus, si l'électricité ne fonctionne plus, en fait, vous n'avez plus rien, quoi. C'est quasiment, comment peut-on vérifier qu'il vous reste quelque chose? Oui, c'est vrai. Donc, c'est typique. Alors, vous aviez évoqué, par exemple, cette directive de 2015
euh, qui effectivement, enfin, vous l'aviez évoqué, moi je peux vous le garantir, elle existe bien, cette directive de 2015, qui permet notamment pour des banques qui seraient en crise systémique, comme on dit, de se servir directement sur les comptes. Cette directive a été votée et transcrite en août 2015. Vous voyez déjà en août, hein, très facile de la faire passer pour que personne ne le sache. Et en fait, elle permet effectivement de vous prendre. Alors, c'est pas tellement précisé en termes de pourcentage, mais par contre, ce qui était précisé, c'était le plancher à partir duquel on peut prendre cet argent, c'est 100 000 euros. Donc, vous avez un peu plus de 100 000 euros, donc vous seriez éventuellement susceptible d'avoir de l'argent confisqué. Par contre, le principe, lui, alors. Donc, de l'argent qui disparaîtrait tout simplement de ce compte en ligne, en fait. En fait, ce qui est difficile, c'est de le savoir. C'est qu'est-ce qui disparaît, c'est quoi. Alors, il y avait sur un article du Figaro qui était cité à ce propos-là, un expert financier disait bon, bah, de toute façon, c'est toujours mieux de ne perdre que 10 ou 15% de son argent plutôt que de tout perdre. Oui. C'est une façon de voir les choses. Oui. Voilà, mais qui est responsable de ça? Alors, il s'avère aussi qu'en fait, alors ils le disent, les clients sont en dernier ressort. C'est-à-dire qu'en premier, ce seraient les actionnaires, en deuxième, les fournisseurs, et en troisième, les clients. Mais en fait, je vois pas trop comment les actionnaires ne pourraient pas être prévenus dès le départ de ce qui se passe et donc prendre leurs précautions. Bien sûr. Donc, vous voyez, et alors, ça, c'est une chose. Et alors, le principe des 100 000 euros, c'est très bien. Enfin, le principe de la loi a été voté. Les 100 000 euros ont été votés comme plancher, mais rien n'interdit demain, vu que la loi a été votée, de changer le curseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 100 000 euros, demain, ça peut être 50 000, ça peut être 20 000. De toute façon, les banques se serviront de ce dont elles ont besoin. Donc, voilà, oui, on connaît des crises antécédentes où finalement, de toute façon, sans même cette directive, les gens font tous la queue pour aller récupérer leur argent. Et puis finalement, on voit bien que les banques n'ont pas de quoi distribuer tout le monde. Donc, Tout à fait. Il y a eu la Northern Rock, qui était un institut financier en Angleterre il y a quelques années. Il y a eu Chypre. Où ça s'est passé, où certaines personnes ont même dit que comme Chypre était un centre offshore de capital, beaucoup pour notamment les Russes à l'époque, les Russes avaient été prévenus quasiment avant que les banques ferment, enfin, et décident de prendre de l'argent, de retirer leur argent. Vous voyez, dès qu'on a du pouvoir, de toute façon, je pense que c'est assez facile de décider de faire quelque chose. Donc, si vous voulez, voilà, le principe, c'est que j'ai essayé de me dire, voilà, il faut, comme l'a dit la personne en Finlande, le responsable, j'imagine, du ministère des Finances, je crois, l'a dit, essayons de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier. Donc, probablement, on a toujours besoin d'avoir un compte en banque, c'est clair. On a toujours besoin de faire des virements, de faire des chèques, de payer des choses à distance, etc. Maintenant, essayons aussi de prendre des sécurités, de garder du cash à la maison. Alors, je le dis à la maison, ça aussi, c'est une chose qui est importante, ou même des valeurs. On me dit aussi, mais attendez, on peut peut-être mettre le coffre à la banque, par exemple. Vous savez qu'il existe toujours des coffres à la banque dans lesquels vous pourriez mettre du cash. Ben, en fait, c'est bien, mais au final, vous avez la clé de ce coffre, mais vous n'avez pas la clé de la banque. Donc, imaginez que demain, vous ayez une crise. J'imagine mal le directeur de la banque venir vous ouvrir sa banque pour que vous puissiez avoir accès à votre coffre. Je ne pense pas que ça puisse se passer, ce genre de choses-là. Donc, je ne vois pas une autre solution plus sécurisée que de l'avoir chez soi. Une autre chose également, on vous propose d'avoir par exemple de l'or. Bon, c'est effectivement bien, hein, ils en avaient parlé, je crois que vous l'avez évoqué également il y a 2 jours. Alors on vous dit également, par exemple, vous pouvez le mettre en Suisse et le récupérer, puisque c'est anonyme en Suisse. Donc vous pouvez le mettre en Suisse et le récupérer ensuite. C'est bien, seulement moi j'ai observé qu'il y a 2 ans, je crois que c'était en janvier 2021, les frontières ont été fermées. Vous vous rappelez, le confinement. Oui. Qu'est-ce que vous faites là avec la Suisse? Alors c'est sûr que si on a le blackout énergétique et les frontières fermées, là on commence à être dans une situation compliquée. J'ai quand même l'impression qu'on y va tout droit, mais bon, je ne suis pas devin, mais c'est vrai que par contre, à un moment donné, plutôt effectivement que de ne parler que de ça, il vaut mieux essayer d'agir. Donc, ce que je propose moi, c'est d'agir dans ce sens et à titre personnel plus que collectif, parce que bon, à titre, je n'ai pas de pouvoir de décision. Par contre, je peux décider moi au niveau de ce que je fais, au niveau de ma famille, par exemple. Donc, là, pour être concret, votre proposition, c'est de garder finalement l'argent chez soi. Alors,
Effectivement, par contre, avec des moyens différents. C'est-à-dire que, Mmh. par exemple, je propose des coffres assez spéciaux, qui sont des coffres, bon, de vrais coffres forts, mais qu'on dissimule. Oui. Alors, il y a une quantité de propositions Alors, assez j'en ai importante. vu quelques-uns. Il y en a qui se dissimulent dans une armoire, incorporés dans une armoire, d'autres dans le sol, tout simplement. Tout à fait, absolument. Absolument. Et donc, ce sont des coffres forts qui sont totalement sécurisés, pour certains même anti-feu. Mais l'avantage, si vous voulez, c'est qu'effectivement, quand vous regardez, par exemple, aujourd'hui, même si un système d'alarme fonctionne dans une maison, c'est rare. Si l'alarme fonctionne, ce sera très rare si la police, moi elle me l'a dit, elle me l'a confirmé, arrive à intervenir je dirais en flagrant délit. Oui. C'est voilà, donc L'alarme c'est est plus quasiment impossible. pour faire peur sur le coup et éventuellement effrayer les premiers. Enfin, une première espèce de cambrioleur qui pourrait Voilà, prendre tout à peur. fait. Et les agents de ces sociétés, bon, que vous connaissez tous, hein, qui font beaucoup de publicité, n'ont absolument aucune possibilité d'intervenir. Il faut le savoir, hein. Ils ne sont pas assermentés, donc n'ont pas la possibilité d'intervenir. Il n'y a que la police qui puisse intervenir. Donc la police, si à un moment Alors attendez, c'est donné, intéressant ça. Les agents de sécurité, que beaucoup j'imagine, hein, ouais, d'auditeurs qui nous écoutent, qui prennent qui sont liés aux alarmes et qui sont censés intervenir en cas de cambriolage, n'ont pas le droit d'intervenir. En fait, ils sont obligés non, ils n'ont pas le d'attendre droit. que les personnes se partent. Alors j'ai même eu des anecdotes qui m'ont dit qu'en fait la seule possibilité qu'ils avaient, si effectivement ils étaient avec leur voiture à proximité d'un cambriolage, c'était de klaxonner, Mm. par Ah, exemple pour effrayer le voleur. mm. Mais non, ils n'ont pas le droit d'intervenir, ils ne sont pas assermentés, c'est impossible. Donc la seule possibilité, c'est que le central de ces sociétés alerte la police, qui elle décidera ou non. Enfin, quand je dis décidera ou Mm. non, c'est malheureusement c'est pas volontaire, hein, c'est souvent parce qu'il y a les moyens ne leur permettent pas, mais elle décidera ou non de venir. Mais il s'avère au final que dans la plupart des cas, les résultats font que en fait, les policiers généralement arrivent le lendemain pour vérifier ce qui s'est passé, Mm. et faire le compte de ce qui a été volé, et voir. Et ensuite, comment je veux dire, le cambrioleur n'aura plus que l'assurance, quoi, vers qui se retourner. Mm. Oui. Mm. Donc D'accord. ça aussi c'est un problème, parce qu'en fait on n'a pas été chercher vraiment très très loin. Mm. On parle de le mot sécurité est dans toutes les bouches, mais au final, voilà, ce que je reproche aujourd'hui, c'est qu'on va pas assez loin dans la réflexion, justement de Ben, trouver des solutions c'est vrai face à ça. qu'aujourd'hui, on se dit que pour se sécuriser une maison, il faut des alarmes. Donc déjà, c'est vrai qu'il y a le problème, comme elles sont toutes connectées, il y a le problème de l'électricité. S'il y a un blackout, en effet, l'alarme ne fonctionne plus. Et puis, il y a également les codes, etc., qui sont mis. Mais c'est pareil, tout saute en cas de fin d'électricité. Donc c'est vrai que vous posez une question, en tout cas, qui est d'actualité aujourd'hui. Absolument, non. Pour arriver à conserver ça soi-même, je pense qu'il faut être maître de tout dans ces cas-là. Hum, Alors, comme je vous dis, nous, on propose de les cacher. Vous pouvez cacher nos coffres dans des murs. Il y a des coffres de toutes formes, cylindriques, carrés. Il y en a certaines qui se mettent dans du béton, très difficile d'accès. Et si vous voulez, souvent, ce que je conseille d'ailleurs à pas mal de gens, c'est d'avoir un coffre un peu visible à l'extérieur, avec quelques dizaines d'euros dedans, des faux papiers, des faux bijoux. Bon, même s'il y a des gens qui vont me dire les faux bijoux, on sait ce que c'est, oui. Bon, mais c'est quand même tout ça est possible. De laisser les cambrioleurs, qui généralement ne restent pas très longtemps dans une maison, oui. mais de laisser les cambrioleurs opérer et prendre ce qu'il y a là, et par contre, d'avoir votre vrai coffre dissimulé Hum. dans d'autres endroits, quoi. Oui, Donc, laisser un attrape, on va dire, exactement. un faux coffre pour que les premières minutes se concentrent sur celle-ci. Ce sera toujours ça de temps de gagner, parce qu'en effet, c'est toujours aussi une histoire de temps, un cambriolage. Alors, et vous proposez de garder cet argent, mais sous quelle forme? Alors, ce sont des liasses de billets ou des lingots d'or? Oui, bien sûr. Bah, des liasses de billets si vous pouvez. Ben, maintenant, évitez peut-être les billets de 500 euros, parce que je crois que ça n'a pas évident à changer. Mais parce que là aussi, c'est pareil. Vous parliez d'effondrement il y a 2 jours, mais bon, Hum, en fait, ce qu'il faut que vous ayez à terme, c'est la possibilité de pouvoir acheter et échanger. Donc, je dirais de l'argent liquide, bien sûr, des hum, bijoux, de l'or. Alors, l'or, il faut savoir qu'en France, vous ne pouvez pas l'acheter de façon anonyme. Donc vous êtes obligé de le déclarer, ce qui fait que bon bah voilà, si on le sait à un moment donné et qu'on veut le saisir, ben ça fait partie de vos 100 000 euros, hein, comme on dit, hein, hum. ça sera au même niveau. Par contre, vous avez toujours la ressource d'en acheter anonymement dans un pays comme la Belgique ou comme l'Allemagne, avec des plafonds de, je crois, 2 000 euros, mais vous pouvez toujours le faire.
Vous pouvez toujours le faire. Donc, vous le conservez comme ça parce que l'or, quand même, a passé toute l'histoire comme un des métaux, les plus ayant la plus grande valeur et comme une valeur refuge en fait importante. Vous avez l'argent également. Mais voilà, ce sont ces valeurs-là qu'il vous faut avoir. Alors, je ne prétends pas que vous devez avoir toujours que ça, hein, simplement, comme je vous le dis, vous ne devez pas avoir tous les œufs dans le même panier. Et ça, vous devez pouvoir, à un moment donné, les changer. Par contre, bien évidemment, on parle Alors aussi la aujourd'hui... différence, c'est que vous ne faites pas fructifier votre argent, comme on dit. C'est quand même normalement censé être un avantage de la banque. Tout à fait. Mais bon, est-ce que c'est tout à fait d'accord avec vous? C'est pour ça que je vous dis, bon, vous pouvez en conserver effectivement à la banque. Mais voyez, par exemple, il y a eu une innovation il y a quelques années qui s'appelait le Bitcoin. Vous connaissez. Bon, Oui. on en parle beaucoup. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de communication là-dessus. Mais je dirais que moi, on est encore dans un problème là de virtuel, quoi. C'est de l'argent totalement virtuel. Qu'est-ce que vous pouvez, si jamais effectivement demain il y aura ces problèmes dont on se quittait tout à l'heure, le Bitcoin vous sert strictement à rien. Alors je vous dirais également, en cas d'effondrement, comme disait, c'était, je crois, Laurent Oberton et Piero San Giorgio dans une autre émission que vous avez animée l'autre jour, il faut aussi avoir des réserves, hein, bien sûr. Et alors, par contre, avoir de réserves suppose également, ça je compléterai un petit peu parce qu'ils en parlent peut-être pas trop, parce qu'ils sont pas forcément à l'aise avec ça, mais il faut être capable de les sécuriser aussi. Oui, oui. Oui, peut-être qu'ils. Bon, on n'est pas non plus rentré dans le détail avec eux. Alors, quels sont les autres systèmes justement de sécurisation, alors du domicile, mais aussi de la personne? J'ai trouvé ça intéressant sur votre site. Beaucoup de choses où d'ailleurs, il y a un petit article d'avertissement en disant nous, on est très. En fait, on est comment dire. On est très concret, on ne va pas vous vendre une défense où vous aurez le temps de sortir une petite bombe, etc. Ça n'arrive jamais, en fait, d'après ce que vous dites. Nous, on pense la protection immédiate, c'est-à-dire souvent un peu lâche, la fuite, etc. Oui, parce qu'en fait, il y a deux choses, il y a la protection et la défense. En fait, donc la défense suppose l'utilisation d'outils comme vous venez de citer, par exemple la lacrymogène, la matraque, le taser. Mais il faut jamais oublier une chose, si ces produits-là, vous pouvez les acheter réellement, normalement, la loi ne vous autorise pas à les transporter et à vous en servir. Donc c'est un peu une contradiction, mais on a en France cette chose-là. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est que une bombe lacrymogène, si elle est dans votre poche, au moment où vous êtes attaqué, elle ne vous servira pas à grand-chose. Si vous l'avez laissée à la maison, non plus. Non. Si elle a déjà été utilisée... Mais si elle est dans notre poche, vous pensez que c'est quand même trop compliqué pour la défense, on n'a pas le temps de sortir une bombe lacrymogène? Parce que très souvent, on conseille aux jeunes filles qui sont un peu... d'avoir une bombe au poivre ou une bombe lacrymo, je ne sais pas. Alors, à une condition que vous ayez une formation adaptée avec, oui, mais il faut bien expliquer aux gens en fait que ce genre de produit, ce genre d'outil-là, je sais que j'ai une certaine critique envers eux, mais en fait, il faut s'en servir. C'est-à-dire que c'est pas un produit qu'on va utiliser, je dirais, en le prenant en main et en prévenant on va dire le cri de l'agresseur. Attention, je vais me servir d'un lacrymogène. Il faut lâcher tout le gaz qu'il y a à l'intérieur. Sinon, le risque que vous avez, si vous voulez, face à un agresseur, lui, il n'a pas de sidération. Il n'y a pas de sidération de ce côté-là. Lui, c'est le côté dissuasif aussi. Si vous utilisez une bombe lacrymogène, lui va peut-être utiliser quelque chose de plus important. Vous savez, c'est l'histoire du bouclier et de l'épée. Donc, il va peut-être utiliser peut-être un couteau. C'est aussi le risque que vous pouvez avoir vis-à-vis de ça. Alors, moi, effectivement, j'offre la possibilité plutôt de protection que de défense, notamment avec des vêtements. Alors, c'est des vêtements qui sont faits avec des fibres un peu spéciales, qui sont notamment le Kevlar, que tout le monde connaît, ou le Spectra, ou le Dyneema. Ce sont des vêtements qui protègent notamment des coupures. Pourquoi ? Parce que finalement, quand vous êtes face à un agresseur, d'ailleurs, vous ne serez pas forcément face, il sera peut-être dans votre dos également, vous ne pourrez rien faire. Oui, c'est ce que vous expliquez. Vous dites arrêtons de penser que l'agresseur arrive de face et donc la bombe, et c'est sûr, est moins pertinente. On n'a peut-être pas forcément le temps de se retourner, etc. lors d'une agression. Exactement. Exactement. Dans un premier temps, si vous voulez, il faut se protéger. Ça, c'est le deuxième temps. Dans un premier temps, il faut être très, très concret quand on sort de chez soi et regarder autour de soi. Avoir une attitude, non pas... Alors, par exemple, supprimer les écouteurs quand on sort de chez toi, supprimer le téléphone, ne pas avoir ce genre de choses-là. Surtout jamais de casque dans les oreilles, oui, ça c'est sûr. Exactement. Regardez sa vigilance. Tout à fait. Regardez autour de soi, regardez les gens.
souvent une personne, un agresseur qui sera face à vous essaiera, vous regardera parce que vous êtes la cible. Si vous arrivez à voir ce regard-là, vous avez peut-être déjà évité quelque chose. Donc les propositions de vêtements, elles sont là. Puis il y a aussi, pourquoi ? Parce qu'un vêtement, vous le portez. Alors quand je parle de vêtements, c'est pas forcément non plus une cotte de maille, hein. C'est pas un gilet pare-balles non plus, parce que le gilet pare-balles, c'est une chose intéressante pour un professionnel, mais pour un kidam, même s'il achète un gilet pare-balles demain, il va pouvoir le montrer à ses amis, il va pouvoir en être fier, ça coûte d'ailleurs très cher, mais il ne le remettra plus. Il va le mettre une fois et le surlendemain, il ne va pas le remettre. Oui, parce qu'il n'aura pas ce réflexe. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas un vêtement comme un autre. Oui. Donc, par contre, si vous proposez un sweatshirt, un t-shirt, c'est un produit de tous les jours, c'est un produit du quotidien. Donc celui-là, vous le porterez. Je propose aussi, par exemple, de ce qu'on appelle des parapluies de défense. Le parapluie, c'est un produit que vous avez sur vous. Pas toujours. Moi, je dirais que j'habite dans le sud de la France, donc c'est vrai que je ne l'ai pas toujours. Ça dépend. Si vous êtes en Bretagne, vous l'avez tous les jours, certes. Je vais me faire attaquer par les Bretons. Mais vous avez cité la température Perpignan, c'est là que je me trouve. Donc, mais voilà, mais c'est vrai que le parapluie, par exemple, c'est un. Alors, mais qu'est-ce qui fait votre parapluie rapidement, parce qu'après on va devoir passer. Alors le parapluie, en fait, c'est très James Bond là. Oui. Voilà, tout à fait. C'est un parapluie qui vous permet, par exemple, vous savez, là, il y a la longueur du parapluie. Si vous le tenez en main, ça va vous permettre de tenir à distance votre agresseur. Oui. Et comme vous le portez, et comme je dis, c'est un produit du quotidien. Donc, vous aurez plus tendance à porter ça que, par exemple, si vous avez acheté une matraque chez l'armurier, qui vous permettra peut-être de faire la même chose. Mais il a quelque chose de particulier, ce parapluie, ou c'est juste un parapluie ? Il est très solide. Ah oui, d'accord. Très solide. Il est surtout, avec une pointe pointue ? Non, parce que c'est interdit. D'accord. Il y a le côté légalité. Vous ne pouvez pas avoir les cannes épais ou les parapluies épais, malheureusement. Ils sont interdits, si on peut dire. Donc, vous ne pouvez pas avoir accès à ça. Mais il faut rester quand même raisonnable. Je pense que ce genre d'outil peut quand même énormément vous aider à tenir à distance votre agresseur et éventuellement, oui, à lui mettre quand même quelques coups sur le plexus, etc. Avec un petit peu d'entraînement. Parce qu'il y a ça aussi, il y a l'entraînement. Il y a se dire que face à ce genre de circonstances-là, il faut être entraîné. Bon. Oui, d'ailleurs, vous le dites dans vos articles, vos conseillers, de prendre des cours d'autoprotection, comme on dit en bon français. Eh bien, merci beaucoup Pascal Tenant. Donc, je rappelle que vous gérez le site camouflage.com. Alors, pour tous ceux qui sont un peu intéressés, qui aiment bien les articles un peu d'agent 007, là, vous allez vous amuser, parce que c'est vrai que c'est vraiment ça. Alors, dans la légalité, on le rappelle. Merci encore. Et puis, voilà, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller consulter ce site camouflage.com. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.